yéen ñii di ñu seetaan jaare ko ci YouTube bi boo leen bëggee jot suñu publication man ngeen a abonné ci Moukhaddamate TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Au point que même ce qui ne dépend pas de moi, je parviens à l'appréhender de la meilleure des manières. Et si j'arrive à ce niveau, alors je peux dire que je suis sage. La richesse, la pauvreté, la maladie, toutes ces choses ne dépendent pas de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? C'est l'idée que j'en ai fait. Qu'est-ce que le fils de Bill Gates, d'un Ali Dangote, d'un je ne sais pas quoi encore, Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'ils ont fait pour naître avec des lingots d'or dans la bouche? Quel mérite ont-ils plus que vous? Aucun. C'est le hasard de la naissance. Qu'est-ce que ce jeune garçon ou bien cette jeune fille qui est née dans un petit village entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal et la Guinée, ailleurs, qui manque de tout, qui n'a pas eu la chance de bénéficier d'une bonne éducation comme vous, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas de sa faute. Il n'a absolument rien fait. Et qui est né dans un couple assez modeste. Il n'a absolument rien fait. Que faire? Les stoïciens nous conseillent. Il faudra en être fier. Dites-vous bien que ce qui est important, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'idée que je me fais de la richesse et de la pauvreté. Ce qui est important, ce n'est pas la maladie, mais c'est l'idée que j'en ai fait. On peut être heureux en étant pauvre, comme on peut être très riche en étant également très malheureux. Michel de Montaigne disait: j'ai vu des paysans plus heureux que des recteurs d'université. Je répète, j'ai vu des paysans plus heureux que des recteurs d'université. Le recteur, c'est celui qui dirige l'université. Pourquoi Montaigne le disait? Le fait d'être heureux n'est pas forcément fonction de la richesse. Or, le but ultime de la vie, ce n'est pas la richesse, mais c'est le fait de vivre heureux. Tu vois quelqu'un qui manque de tout, mais qui est l'une des personnes les plus heureuses au monde. Quelqu'un qui ne manque de rien, mais également qui est l'une des personnes les plus malheureuses au monde. Combien de fois, dans le monde occidental en particulier, vous voyez des gens qui laissent des milliards et des milliards dans leur compte bancaire et un beau jour, ils se donnent la mort. D'autres, chez nous notamment, qui manquent de tout, mais pourtant qui sont l'une des personnes les plus heureuses au monde. Mon oncle, mon papa, mon frère, qui est le père de famille et le soutien. Quelquefois, en se couchant la nuit, il n'a pas de quoi faire le petit déjeuner le lendemain. Ça ne lui empêche pas de dormir à point ferme, au point quelquefois, voilà, de continuer jusqu'à une heure tardive. Quelquefois, c'est la dame d'à côté qui lui dit: Andijay, il y a une idée. Il essuie également, voilà, tant de choses, et il va chez le boutiquier d'à côté. Veux-tu me donner de quoi faire le petit déjeuner? Après, quand je reviendrai du travail, je vais te payer. Le boutiquier lui donne quelques morceaux de pain, un demi-kilogramme de sucre, etc. Il part donner à ses enfants de quoi prendre le petit déjeuner afin d'aller à l'école. Il dira à sa dame: tu me trouves là où tu avais l'habitude de me trouver. Ce sont des réalités que nous vivons. Yek tank. Bo demee ba yor rek fa mu daan fekk xam nga fekk ma fa. La dame passe chez son lieu de travail. Il demande à son patron: ah, il va falloir donner une avance pour que je donne à, comment dire encore, à la dame de quoi faire la dépense quotidienne. Il lui donne un billet qu'il transmet directement à la dame. Quand il termine le travail, il va le payer, et quand il défalque ce qu'il avait donné à sa dame, ce qu'il avait donné au boutiquier, il ne reste pas grand-chose. Il va acheter du thé et du sucre. Arrivé chez lui, il est hyper fatigué. Et il s'endort fermement également, en demandant à son neveu, à sa nièce, à son fils de lui préparer du thé. Souvent, c'est l'enfant qui dit: papa, il prend la tasse de thé d'un gauche,
À peine il remet la tasse ou le verre de thé à son enfant, alors il se replonge également dans son sommeil. Cette personne-là n'est certainement pas riche, mais elle est heureuse. Elle est heureuse, pardon. Elle est très heureuse. Elle n'a pas de soucis. Même si elle vit dans l'extrême pauvreté, elle est parvenue à positiver alors cette pauvreté-là. C'est pourquoi les stoïciens disent, alors, lorsque nous sommes tristes, troublés, contrariés, il ne faut pas en vouloir aux autres. Ils ne nous ont rien fait. C'est parce que nous ne sommes pas arrivés à avoir une bonne éducation de notre âme. Si nous dominons notre âme, nous parvenons à être heureux dans la vie. Le but de la philosophie pour les stoïciens, c'est de parvenir à dominer notre âme. Vous voyez, il y a une certaine fraternité de point de vue et de conception entre la conception des stoïciens et la conception religieuse, notamment soufie. Soufis. Chez les soufis, les mystiques religieux, mystique n'a pas ici une conception négative, quand on dit les mystiques, sont ceux qui ont poussé la pratique religieuse à un niveau très poussé, on appelle les mystiques. Tout ce qui arrive disent que c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Donc je ne vais jamais me plaindre concernant le décret divin. Dieu fait les choses telles qu'il doit les faire, je les accepte comme telles sans broncher. Et ce qui leur permet d'arriver à ce qu'on appelle l'âme apaisée, an-nafsul mutma'inna, dit la religion, l'âme apaisée. Je suis en paix avec moi-même. Que la philosophie est de chercher d'abord à être en paix avec soi. Quand on y arrive, on est sage. De même chez les épicuriens, ils disent que oui, si j'ai un peu de pain, un peu d'eau, cela permet de vivre sans stress, sans grande difficulté. La vie bienheureuse est la vie la plus simple qui puisse exister. Vous voyez donc cette deuxième conception disent que la philosophie est une manière d'être, est une manière de se comporter. J'ai envie de dire, est un art de vivre. Je récapitule. Première conception, la philosophie est les connaissances de la totalité. Les présocratiques, Aristote, Cicéron, Descartes. Deuxième conception, la philosophie est une manière de vivre. Socrate, les stoïciens, les épicuriens. Troisième conception, à partir de Kant, Emmanuel Kant, il dit, écoutez, on a beau lire tous les auteurs, ça ne fait jamais de nous des philosophes. Donc il remet en cause la conception aristotélicienne d'Aristote. Le philosophe, ce n'est plus également celui qui se détache de la vie mondaine. Qu'est-ce que la philosophie? Elle est une attitude critique, elle est une manière d'interroger le réel. C'est pourquoi Kant dit, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. C'était une critique à l'égard de ceux qui considèrent la philosophie comme connaissance de la totalité. Il dit, ah non, non, non. À l'époque moderne et contemporaine, nul ne peut plus prévaloir du fait d'avoir tout connu, de tout connaître. C'est impossible. Il y a de plus en plus une spécialisation pointue. Si vous demandez à un médecin, disons, spécialisé dans la neurologie, vous lui posez des questions relatives à la cardiologie, il dira, ah non, moi je ne suis pas cardiologue. Il faut aller voir le cardiologue. Vous lui posez des questions relatives à, que dirais-je encore, à la pédiatrie, la médecine des enfants, il vous dit, ah non, moi je ne suis pas pédiatre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comment se fait-il qu'il y ait une spécialisation de plus en plus avancée et que certains, en revanche, veulent parvenir à tout comprendre? Ceci est presque hors de portée humaine. On dit souvent, qui embrasse trop, mal étreint. Très bien. Qui embrasse trop, mal étreint. À vouloir tout comprendre, on finit par en avoir une connaissance superficielle des choses. Si vous voulez avancer, il faudra se limiter à un domaine bien précis et ne s'intéresser uniquement qu'à ce domaine. Pourquoi Kant dit, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Or, qu'est-ce que philosopher? Philosopher, c'est interroger le réel. C'est remettre en cause tous les aspects de la vie. C'est s'interroger de manière critique et approfondie.
réfléchir sur la religion, réfléchir sur l'art, réfléchir sur la culture, réfléchir sur la liberté, réfléchir sur la société, réfléchir sur la métaphysique, bref, sur tous les domaines de la vie et sur la science. Voilà ce qu'on entend par philosophie. Et cela suppose rompre les amarres avec une conception antérieure, parce que souvent, à la naissance, on nous fait croire du n'importe quoi. Pas forcément dans le domaine de la religion, mais quelquefois même dans le domaine de nos cultures et autres. Des choses qui correspondent au bon sens, comme des choses qui ne correspondent pas au bon sens. Maintenant, arrivé à l'âge de la philosophie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir cette maturité et cette grandeur de se dire, je vais tout broyer, je vais tout remettre en cause pour ne finalement me conformer qu'à ce qui est conforme à la raison. À la raison. Percevoir le baptême philosophique, c'est décider de tout repartir à zéro. Je commence à philosopher lorsque je romps le cercle des évidences. Quand rien n'est plus évident pour moi, mais tout est susceptible d'être remis à un interrogatoire assez approfondi. Quand j'interroge la réalité, n'importe laquelle, la raison devient comme une lampe, comme une lumière qui me permet de diagnostiquer, de comprendre, de relire l'ensemble du réel. Cette attitude-là qu'on appelle la philosophie comme réflexion ou bien la philosophie comme attitude critique. Vous voyez donc, 3 conceptions dessinent au minimum. Et le je ne sais pas de l'achelier va se comprendre. La première conception dira que la philosophie est une connaissance de la totalité. La deuxième dira que la philosophie est une manière d'être, une étude du comportement. La troisième dira que la philosophie est une réflexion critique. Alors, quelle est la bonne définition? Et quelle est la mauvaise? En posant la question ainsi, ça devient insensé. C'est-à-dire que ça n'aura pas de sens. C'est comme si vous dites, mais écoutez, oui, on dit que l'homme est un animal libre, il est un animal culturel, il est un animal social. Mais parmi les 3 définitions, quelle est la bonne et quelles sont les fausses? Aucune à elle seule n'est bonne, mais toutes les définitions se complètent les unes des autres. L'homme est à la fois, il est à la fois animal culturel, animal social, animal métaphysique ou bien animal esthétique même si vous voulez. De la même manière, la philosophie est à la fois une connaissance de la totalité, une manière de vivre, une étude du comportement, une réflexion critique. Et les 3 définitions ne se dissocient pas, mais elles se complètent les unes des autres. Hegel cherche à rassembler ces définitions. Comment? Il l'explique à travers une métaphore qu'il appelle la métaphore du malade pédant. Du malade pédant. C'est quelqu'un qui est malade et qui est en état de convalescence. Le médecin lui dit, arrivez chez vous, monsieur ou madame, il faut manger du fruit tout court. Il rentre chez lui. Son ami vient lui amener des mangues. Il dit, ah mais, je suis désolé des amis. Vous êtes trop gentil, mais le médecin ne m'a pas demandé de manger des mangues. Il m'a demandé de manger du fruit. Je ne mange pas de mangue, je mange uniquement du fruit. Tel autre lui amène 1 kilo d'oranges. Il dit, mais je suis désolé, je ne mange pas des oranges, mais je mange du fruit. L'autre lui amène des raisins. Il dit, non, je ne mange pas de raisins, mais je mange du fruit. Alors, où est-ce que ce convalescent verra du fruit si ce n'est dans les mangues, dans les oranges, dans les raisins et dans les différentes particularités de fruits? Il en est exactement ainsi. Est-ce qu'il peut trouver de la philosophie chez la philosophie comme étude du comportement, la philosophie comme connaissance de la totalité, la philosophie comme également une manière de vivre, ou bien de réflexion critique? C'est dans les différentes définitions de la philosophie qu'on trouve de la philosophie. Ça veut dire que donc, chacune de ces définitions est de la philosophie, mais aucune à elle seule ne résume pas toute la philosophie. Ce sont des portes d'entrée tout simplement. Je passe par cette porte, j'entre dans la salle. Je passe par l'autre, j'entre dans la salle. J'aurais pu passer par telle autre porte, j'entre dans la salle. Ce qui est important, ce qui est cherché, c'est d'entrer d'être au cœur de la salle. Vous êtes venus d'horizons divers, tels sont entrés, d'autres sont entrés par l'autre porte,
Qui est entré par la bonne porte? Personne. Vous êtes tous entrés par une bonne porte, pas par la bonne porte, mais par une bonne porte. De la même manière, toutes les définitions se valent et se complètent les unes les autres. Aucune à elle seule n'est la meilleure définition. Alors, qu'est-ce que la philosophie? On ne parvient pas à avoir une réponse unanime. La philosophie, c'est, à défaut de comprendre ce qu'elle est, alors on cherche à comprendre ce qu'elle n'est pas. C'est ce que les mathématiciens et les logiciens appellent la définition par l'absurde. Par l'absurde. Si je ne peux pas me rendre à l'évidence que tel est un garçon, je dis il n'est pas une fille. Et tant qu'il n'est pas une fille et correct, on suppose que c'est un garçon. Mais dès l'instant que je me rends compte que la définition elle n'est pas une fille n'est plus, donc cette définition que j'en faisais devient caduque. Ce qu'on appelle la définition par l'absurde. À défaut de dire ce qu'une chose est, je cherche à dire ce qu'elle n'est pas, pour mieux le comprendre. C'est ce qui explique le fait qu'on compare la philosophie au mythe, la philosophie à la religion, la philosophie à la science. Parce que le but de la philosophie, c'est d'expliquer le réel. Le mythe également explique le réel. L'homme n'a pas attendu l'avènement de la philosophie pour expliquer les phénomènes. Naturellement, l'homme est curieux. L'homme est curieux. On dit que c'est un animal cognitif. Il a besoin de comprendre. C'est ce qui le différencie fondamentalement de l'animal. L'animal peut ne pas comprendre les choses telles qu'elles sont, mais l'homme a forcément besoin de comprendre le déroulement des choses. Et dans un premier temps, puisque la réflexion n'était pas très avancée, il lui fallait inventer des manières de comprendre le réel. Et c'est ainsi qu'on a inventé le mythe. Quelques-uns qui sont assez intelligents disent que mais d'où vient l'homme? D'où vient le monde? Pourquoi la différenciation entre les sexes? D'où vient la croyance chez l'homme? Il donne un récit purement inventé. Et dès l'instant qu'il donne ce récit qui est vraisemblable, attention, il y a une différence entre vraisemblable et vrai. Vrai, c'est ce qui correspond à ce qui est. Vraisemblable, c'est ce qui ressemble à la vérité alors qu'il ne l'est pas. C'est vraisemblable. Il donne un récit vraisemblable. Mais une fois qu'il donne ce récit, ils disent que personne n'a plus le droit de critiquer, de mettre en cause ces récits. Ils mettent ce qu'on appelle une fabulation. Le récit mythique est fabuleux. La fabulation, c'est le fait de grossir les caractères. On dit celui qui a fondé, c'est pas quoi encore, le Seigneur qui a fondé tel autre village, qui a le premier à mettre les pieds au Sénégal, il a eu à se battre avec le djinn qu'il avait trouvé, avec ceci. En donnant souvent des caractères surnaturels à cet ancêtre commun ou bien à quelqu'un d'autre, une histoire de mettre un peu du sel dans l'esprit, afin de permettre aux générations successives de pouvoir mieux capter les récits mythiques tout simplement, qu'on appelle la fabulation. Donc le mythe est fabuleux. Mais puisque personne n'a le droit de le critiquer, également il devient sacré. Et son caractère sacré. Le mythe est un récit fabuleux et sacré qui a pour rôle l'explication de l'origine du monde et des différentes institutions. Institution. Alors qu'est-ce qu'une institution? C'est ce que les hommes ont institué. D'un commun accord, nous l'avons accepté comme tel. Et pour pouvoir l'avoir ou y passer, il faut passer par le chemin tracé par la communauté. Ça devient une institution. Nous donc on parle d'institutions sociales, d'institutions politiques, d'institutions pédagogiques, d'institutions sanitaires, par exemple. On ne peut pas se proclamer médecin ou infirmier. Si vous voulez devenir médecin et infirmier, il faut avoir suivi une formation. C'est la société qui le dit. Ça devient une institution. Si Demba et c'est pas Binta s'étaient mariés, il ne peut pas se dire mais écoutez, nous sommes mariés, alors Binta, tu viendras chez moi. Il va falloir organiser une cérémonie. Il y a donc tout un ensemble de, que dirais-je encore, il y a une cérémonie, il y a une manière, il y a tout ce qui entoure un peu cela. Ça devient également une institution. Si les Pirois veulent avoir quelqu'un qui les dirige, ils vont passer au vote. Celui qui est élu devient une institution. Si les Sénégalais veulent être dirigés, il doit passer au vote. Celui qui est élu est une institution. Ainsi de suite. L'État est une institution politique.
le conseil départemental, la mairie, la primature, le gouvernement, ainsi de suite, ainsi de suite. La circoncision, le mariage, l'excision dans certaines sociétés sont des institutions, mais des institutions sociales. L'école est une institution pédagogique, etc. Alors, ils vont expliquer toutes les institutions et l'origine du monde, et cette explication, personne n'a le droit de la remettre en cause. Et si une chose ne se prête plus à la critique, elle devient sacrée. Donc, le mythe devient sacré. C'est un récit fabuleux et sacré qui a pour rôle l'explication de l'origine du monde et des différentes institutions. La philosophie également n'est pas la religion. Car la vérité philosophique, elle est construite par la raison. Elle est élaborée par la raison. C'est le fruit d'une mûre réflexion. La vérité religieuse n'a pas forcément besoin d'être construite par la raison, mais elle est imposée par la raison. Elle est imposée par les textes sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a dit, le prophète a dit, cette vérité, ceci est considéré comme vérité, mais pas quelquefois même ça peut entrer en contradiction avec la raison. Mais on admet la dimension religieuse, que les choses telles qu'elles descendent de Dieu relèvent de la vérité absolue. S'il y a une discordance entre la raison et la foi, c'est parce que c'est la raison qui n'est pas parvenue à comprendre certaines choses. On l'accepte comme tel. Donc, différence entre la vérité religieuse et la vérité philosophique. Au point que certains même ont du mal à comprendre une vérité qui n'est pas construite par la raison. C'est ce qui les amène à l'athéisme. Nietzsche, Freud, Marcel Towa, Karl Marx et tant d'autres disent que, mais écoute, s'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par la raison, c'est parce que ce sont des choses qui sont erronées. Parce qu'ils partent du postulat, du fait selon lequel la raison est en mesure de tout comprendre. Marcel Towa, philosophe camerounais, dira que s'il y a des aspects que la raison ne parvient pas à comprendre, disons que ce sont des choses qui sont mises provisoirement. Mais dans le futur, elles parviennent à être comprises par la raison. Il n'y a donc pas de domaine qui échappe à la capacité de création, à la capacité de compréhension de la raison. Pour Karl Marx, la religion est une création purement humaine. C'est à partir du moment où il y a une division de la société en deux classes sociales antagonistes, les bourgeois d'une part, les prolétaires d'autre part, que la religion cherche maintenant à apaiser chacun en demandant aux bourgeois de donner de l'aumône pour aller au paradis, puisqu'ils sont riches, et en demandant aux prolétaires d'accepter leurs conditions pour aller également au paradis. C'est ce qui amène Karl Marx à dire que finalement, la religion n'est que l'heure. La religion est l'opium du peuple, dira Karl Marx. Et l'opium du peuple.